Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 30 juin. À la une ce soir, le laboratoire de Touraine va rejoindre un nouveau groupement d'intérêt public. L'établissement départemental d'analyse sanitaire devrait s'associer au 1er janvier prochain au groupement Innovalis, déjà présent dans le Maine-et-Loire. Une extension du musée des Beaux-Arts de Tours pourrait bientôt accueillir 1200 œuvres. Une donation de Léon Klingman, un riche industriel. Le problème est le suivant, ce nouveau bâtiment serait édifié en plein secteur sauvegardé. Certains détracteurs parlent aujourd'hui de vandalisme, on tente d'y voir plus clair. Les festivités du 1700e anniversaire de Saint-Martin débuteront ce week-end. Le point complet sur le programme dans ce journal. Bonsoir à tous. Le repreneur du laboratoire de Touraine sera Innovalis. Suite à l'audition de 4 candidats, le choix du conseil départemental d'Indre-et-Loire s'est porté sur ce laboratoire public car il répondait notamment à 2 critères majeurs de sélection, la reprise des 96 agents ainsi qu'une baisse de la contribution financière du conseil départemental dès 2017. Romain Delville. Innovalis est un groupement d'intérêt public composé historiquement de 3 laboratoires départementaux. La Loire-Atlantique finance pour 2 millions d'euros, le Maine-et-Loire 1 million et la Sarthe 700 000 euros. À partir du 1er janvier 2017, le laboratoire de Touraine va donc rejoindre Innovalis, d'abord comme partenaire pendant 3 ans, puis intégrer le GIP à l'horizon 2020. Les laboratoires ne peuvent plus être à l'échelle des départements. C'est une échelle dépassée pour les laboratoires. Et s'ils veulent résister à la concurrence très forte des laboratoires privés très offensifs, ils doivent se regrouper. C'est ce qu'ont fait 3 départements avec un autre laboratoire qui s'appelle l'ASAT. Et c'est ce qu'a fait Innovalis en regroupant la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Et maintenant la Touraine qui va peser près de 30% de ce nouvel ensemble. Et comme il n'y a pas de laboratoire régional en région Centre-Val de Loire, Innovalis, qui part donc de l'ouest, recentre géographiquement ses activités, en particulier pour conquérir des marchés en Eure-et-Loire et dans le Loiret. C'est à l'unanimité hier soir que la commission a estimé que le groupement Innovalis avait proposé la meilleure offre. D'abord le personnel, ça c'était absolument important. La deuxième partie qui comptait, c'était le projet. Est-ce qu'on allait construire finalement un laboratoire et lui ouvrir des portes vers l'avenir ou pas? Et puis troisièmement, c'était bien évidemment les finances, parce que mettre 2 millions d'euros pour boucher un trou parce qu'on a un trou financier, ou mettre 2 millions d'euros pour construire l'avenir en investissant, c'est pas du tout la même chose. Le conseil départemental va réduire son aide financière au laboratoire de Touraine. De 2 300 000 euros en 2016, l'aide va passer à 2 millions en 2017 et diminuer progressivement jusqu'à 1 700 000 euros. Pour les salariés, Innovalis va reprendre presque tous les agents du laboratoire, 88 sur 96 au 1er janvier. Le personnel, je pense, est soulagé de la décision prise à l'unanimité par l'ensemble de la commission. C'est quelque chose que nous attendions de façon à pouvoir continuer à exercer nos métiers dans la continuité dans laquelle nous l'exerçons actuellement. L'offre de reprise sera effective au 1er janvier 2017. Une offre qui doit être validée en session du conseil départemental. Ce sera le 13 juillet. Il y a une semaine, la mairie de Tours annonçait qu'une donation importante allait être faite au musée des Beaux-Arts de Tours. Près de 1200 œuvres estimées à près de 20 millions d'euros appartenant à Léon Klingman, un riche industriel. Cet ancien magnat du textile a proposé dans le même temps à la mairie de financer à hauteur de 5 millions d'euros une extension du musée qui accueillera les œuvres. Un projet qui en inquiète certains. Des détracteurs vont même jusqu'à parler de vandalisme. En effet, ce nouveau bâtiment serait édifié en plein secteur sauvegardé. Les explications d'Amanda Breuer-Rivera. Actuellement, le jardin épiscopal, par sa qualité esthétique et historique, est administrativement protégé par un document d'urbanisme. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et selon ce plan, il est impossible de construire le projet d'extension du musée à cet emplacement. Pourtant, le 20 juin, le conseil municipal a voté la demande de modification du plan de sauvegarde. Le but est de rendre constructible cette passerelle collée le long du mur d'enceinte et communiquant avec le bâtiment principal. Aujourd'hui, la décision est entre les mains du préfet. Selon la procédure, il doit recueillir les avis de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur après une enquête publique. Selon ces avis, le préfet peut demander à la mairie de modifier son projet pour lever les points de blocage. Il peut aussi refuser en bloc ou accepter la modification. Dans ce cas, la demande d'un permis de construire est possible, mais peut être refusée par l'architecte des bâtiments de France. Cependant, une association nationale de protection du patrimoine est vent debout contre ce projet et entend bien déposer un recours pour empêcher sa réalisation. Là, il y a un problème de règles communes. Ce qui me paraît très dommageable dans toutes ces affaires,
c'est qu'on passe son temps à dire aux gens, il y a des règles, et puis ensuite les gens ouvrent le journal et découvrent que ces règles, en fait, elles ne s'appliquent pas toujours. Et que les politiques suivent un peu au fil de l'eau, comme ça, en adaptant la règle. Et à ce moment-là, la protection n'est plus une valeur au-dessus des autres, mais devient une valeur relative. Et dans ces cas-là, tout est possible. À ce moment-là, on se demande même pourquoi il y a un secteur sauvegardé à Tours. Supprimons le secteur sauvegardé et rasons le centre de Tours pour faire autre chose. Une position de principe que partage l'ancienne architecte des bâtiments de France de Tours. Aujourd'hui à la retraite, elle ne comprend pas pourquoi cela doit se faire dans ce jardin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un très beau musée à Tours-Nord ou de Lyon ou même dans le quartier de la Gare ou à MAM. Enfin, il y a peut-être d'autres sites qui sont peut-être plus appropriés plutôt que ce jardin. On est sur les vestiges de l'amphithéâtre antique. La terrasse en hémicycle constitue à l'heure actuelle la seule manifestation visible et sera inévitablement condamnée par le projet. Le maire tient bon malgré les critiques. L'architecte des bâtiments de France est présent aux discussions avec le donateur, son architecte, etc. Donc on respectera la réglementation, il va y avoir des fouilles, bref. Tout ça se met en place. Évidemment, comme toujours, il y a des détracteurs, avant même qu'ils aient vu le premier crayonné sur le projet. C'est pas étonnant, c'est habituel. Vous savez, si on devait se tenir à ça, on ferait rien. Les opposants au projet contestent aussi la nature de la procédure. Pour eux, ce n'est pas une modification, mais une révision du plan de sauvegarde qui doit être ouverte pour ce projet. Ce qui aboutit à une autre démarche plus importante et longue. Une course contre la montre, car le donateur veut voir sa collection exposée de son vivant. La commission locale du secteur sauvegardé doit se réunir à la rentrée. Ni la DRAC, ni l'architecte en charge du projet ont accepté de répondre à nos questions. Le collectif Nouvelle Écologie se lance pour la première fois en région Centre-Val de Loire. Il s'agit d'un mouvement affilié au Rassemblement Bleu Marine qui prône une certaine écologie patriote. Le lancement avait lieu en présence du secrétaire général à la bibliothèque municipale de Tours. Le mouvement enregistre déjà 600 adhérents dans toute la France, une quinzaine en Indre-et-Loire. Alors à quoi ressemble l'écologie patriote ? L'écologie patriote, c'est cette volonté de faire de l'écologie de manière pragmatique, désidéologisée et d'en finir avec ce monopole insolent qu'a aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et la gauche sur l'écologie. L'écologie appartient à tout le monde. À ce titre, les patriotes que nous sommes avons vocation à s'investir sur ces sujets-là. On porte aujourd'hui des solutions sur, par exemple, la billette, ce que sera la poubelle, si je peux m'exprimer ainsi, la poubelle départementale à Joué-les-Tours. Bon, c'est une unité en soi de méthanisation qui va être construite, mais c'est un excellent projet en termes écologiques, mais par contre qui, au niveau responsabilité sociétale, est complètement à revoir dans la mesure où personne n'est au courant sur Joué-les-Tours et environ sûrement du projet de Tours Plus. Sophie Oconi, élue à 96,61% des voix à la présidence de l'UDI d'Indre-et-Loire hier soir. Elle succède ainsi à Christophe Boucher avec un taux de participation de 45%. Seule candidate à se présenter, Sophie Oconi a mené la liste pour les conseils départemental et national, soit 94,06% des voix pour le conseil départemental et 93,22% pour le conseil national. On écoute Christophe Boucher, le président sortant, qui a créé il y a quelques jours une association, celle des élus démocrates. Je lui souhaite de la réussite. Une fédération de l'UDI, c'est compliqué. Peu de moyens, peu d'argent, beaucoup d'énergie. Tout ce qui sera fait pour diviser sera évidemment une grande complexité. Donc, Sophie a décidé de mener sa barque à l'UDI. On est quelques-uns, quand je dis quelques-uns, on aura beaucoup d'élus et relativement nombreux à pas adhérer à la méthode. Sophie Oconi qui sera notre invitée de la rédaction demain soir. À partir de demain, les sacs en plastique à usage unique délivrés en caisse seront formellement interdits. Une mesure qui devait déjà entrer en vigueur en janvier dernier. Une mesure qui concerne aussi bien les supermarchés que les pharmacies ou encore les boulangeries. Alors qu'en pensent les commerçants et surtout les consommateurs? Nous leur avons posé la question. Le reportage d'Audrey Champigny. Fini les sacs plastiques gracieusement distribués à la caisse. Loi sur la transition énergétique oblige, à partir de demain, les clients devront se passer de ces petits sacs fins, souvent bien utiles. Au Hall de Tours ce matin, le réflexe était encore automatique.
Aujourd'hui, là, vous avez un sac plastique à la main. Eh bien, écoutez, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, je viendrai un filet ou avec autre chose, mais on peut trouver toujours des sacs, même en papier. C'est le monsieur qui me l'a donné et automatiquement, je l'ai pris. Oui, sinon, j'ai un petit sac pour faire les courses. Donc vous êtes adapté un petit peu déjà en avance Un petit peu. Mais c'est vrai que ça va pas être très facile, mais on va s'y faire, quoi. Mais si les clients doivent s'y faire, les commerçants aussi. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas attendu la législation et ont déjà pris les devants en proposant des sacs biodégradables par exemple. C'est plus cher pour le client ou pour qui? C'est plus cher pour nous. Après, on ne vend pas les sacs de toute façon. Là, on est dans la viande, on peut toujours avoir du sang qui coule, des choses comme ça. Donc même s'ils ont leur cabas, ils veulent un petit sac en plus pour de toute façon... On va dire que maintenant, on arrive gentiment à faire la transition. Il y a un bon tiers de nos clients qui ne demandent plus de sacs. Mais il y a toujours deux bons tiers qui demandent un sac voilà, pour pas que ça coule et puis pour pas avoir le steak à même dans le cabas. Petit répit en revanche pour les sacs d'emballage de fruits et légumes, interdits à partir de janvier 2017, et les sacs qui enveloppent le poisson, interdits eux en avril de cette même année. Il y aura un revêtement un peu plastifié si vous voulez, ça évitera que ça coule. Mais je pense qu'il faut que les gens ils arrivent aussi à se discipliner pour amener des sacs cabas ou alors des récipients. Une habitude que les clients de supermarchés ont déjà pris. Pas de gros changements à l'horizon donc pour les grandes enseignes, hormis de nouveaux sacs aux normes qui seront proposés dès demain. Vous venez toujours avec vos sacs de rangement Toujours, avec un sac pour les produits frais, donc un sac isolant, et puis plusieurs grands sacs, là, des sacs assez solides, pour pouvoir les remplir comme il faut. Ça fait au moins, je dirais, 7 à 8 ans que l'on fonctionne comme ça. Ces sacs sont en fait maintenant des sacs de 25 litres qui sont à 50 microns, qui sont en matière recyclée, 100% produits en France, et donc que nous proposons sur l'enseigne d'échanger à vie pour nos clients. En 2020, ce sera au tour de la vaisselle en plastique d'être interdite. Fil Bleu enregistre une hausse de la fréquentation en 2015 sur son réseau de transport, soit 1,5 million de passagers supplémentaires. Et cela malgré l'incendie qui s'est produit il y a un an sous le pont de Verdun. Cet incendie a fait perdre à l'exploitant près de 600 000 voyageurs. Autre chiffre intéressant, le taux de fraude est de 4,6% dans le bus, 9,3% dans le tramway, ce qui place le réseau dans la moyenne en France. Tourplage accueillait ses premiers visiteurs le week-end dernier. Une ouverture tardive cette année à cause du haut niveau de la Loire suite aux inondations. D'ailleurs, une partie de la plage se trouve toujours sous les eaux à ce jour. Le maire et ses adjoints se sont rendus sur place pour l'inauguration officielle. Plusieurs animations auront lieu cet été jusqu'à sa fermeture le 6 septembre prochain. On écoute le responsable de la plage. Alors cette année en animation, donc on n'a plus d'animation dirigée, on est tout en libre service. Donc on va avoir du volley, on va avoir du badminton, du ping-pong. On va d'ailleurs faire un tournoi de mini ping-pong, du foot. Va y avoir un glisse-mouille qui va être installé, donc un petit toboggan qui tombe pas dans la Loire parce qu'on n'a pas le droit de se baigner, mais voilà, qui sera donc alimenté avec de l'eau pour glisser dans la pente. On va avoir, vous avez tout un tas de jeux, le molki, vous allez avoir la pétanque. Et tout ça, c'est gratuit, c'est proposé gratuitement, tout comme les bains de soleil, les places assises. Ici, rien n'est payant. Les festivités du 1700e anniversaire de Saint-Martin débuteront ce week-end. Au programme des rendez-vous de Saint-Martin, défilés, spectacles de rue qui retraceront l'histoire. Ce sont les illusions de la cathédrale qui ouvriront le bal vendredi soir. Aurélie Renaud. Sur la façade de la cathédrale, une projection monumentale en 3 dimensions. Ce spectacle, vous pourrez y assister vendredi à 22h30 puis 23h15. Une scénographie de 20 minutes qui donne le coup d'envoi des festivités. Dès le lendemain, rendez-vous avec la statue de Saint-Martin sur la place Anatole France. Saint-Martin qui trônera sous une bulle. Face à lui, le village de Saint-Martin, véritable scène ouverte. Au programme, performances musicales, théâtrales et acrobatiques. Toujours samedi à 16h30, départ d'une grande parade de la cathédrale Saint-Gatien jusqu'au centre-ville, suivi d'un flash mob qui aura lieu, lui, à 18h. Samedi, la soirée se clôturera au pied de la statue, toujours place Anatole France, avec un grand bal et un DJ set jusqu'à 1h du matin.
Le lendemain, dimanche, grand pique-nique géant. Il est organisé par le diocèse. Le rendez-vous est donné sur le site de Marmoutier, un pique-nique basé sur le thème du partage. On y attend plusieurs milliers de personnes venues fêter 1700 ans d'histoire. Un mot de sport à présent pour vous dire que le Tour Volleyball affrontera en 32e de finale de la Coupe CEV les Slovènes de Kamnik. Le match aller aura lieu à Tours entre les 6 et 8 décembre et le retour en Slovénie la semaine avant Noël. En cas de qualification, le Tour Volleyball connaît déjà son adversaire. Il s'agira de nous en République tchèque. On termine ce journal avec ces images. Ce week-end auront lieu les championnats de France 2016 de natation synchronisée à la piscine Bozon de Tours. Plusieurs dizaines de compétiteurs y participeront, venus d'un peu partout en France. À suivre, le 24 février dernier, un groupe de youtubeurs diffusait sur le web une vidéo pour dénoncer le projet Loi Travail de Myriam El Khonri, appelant les gens à témoigner de leur quotidien au travail. Un véritable succès. Aujourd'hui, un manifeste paru aux éditions Flammarion. On en parle dans un instant.